Restez pour le générique. Pourquoi tu passes le générique? Je crois surtout qu'on va avoir besoin de 2 experts. Ce sont les meilleurs. Alors je te fais ton générique. Arrêtez ce générique! Bonjour à tous et bienvenue dans Générique, le podcast qui pose une question générique aux gens qui sont au générique. Ce soir, la question que nous allons nous poser tous ensemble est: est-il possible de faire autrement ? Vaste sujet. On vit dans un monde qui change sans cesse, on parle de progrès technique ou artistique, on a l'impression que faire autrement, c'est devenu une obligation. Alors, est-ce que ces changements, c'est vraiment des ruptures ? Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Est-il possible de vraiment faire autrement ou est-ce qu'on fait juste toujours la même chose autrement ? Je suis Bastien Chauvet et pour y répondre, je ne serai pas tout seul. Eh non, parce que je suis là, moi, Reda Sédar, du coup, bonjour. Et on n'est pas tout seul, on a l'honneur d'avoir Franck Malmin avec nous, CTO de Riposte, ancien fondateur de Dev2Shoot, directeur technique jadis de Shaman, et notamment de Kaena la prophétie, premier long métrage d'animation CG de France et à 2 semaines près d'Europe. Mais aussi, en tant que Darkside, Franck Malmin, ancien de la team de Hack, répliquant sur Atari. Et c'est pas rien, hein. Mais on a aussi Raphaël Martin, du Mazère. Bonjour, ancien de l'école Louis Lumière, aujourd'hui doctorant à l'école normale supérieure avec une thèse en cours sur la transition numérique au cinéma. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisqu'on est encore une fois en public. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On aime la foule. On est délocalisé. On kiffe la foule. Donc là, cette fois-ci, on est au PIDS, voilà, à Enghien-les-Bains, qui n'est autre qu'un festival d'effets spéciaux. Du coup, ça pète un peu la classe, voilà. Et puis on a une belle salle, mine de rien, quand même 2-3 personnes. Alors messieurs, comment allez-vous tout d'abord ? Très bien, moi de mon côté ça va. Pour l'instant jusqu'ici tout va bien. Et ouais, on ne fait que commencer. Donc voilà. Je suis ravi d'être là. Parfait. Et merci d'avoir autant un panel aussi nombreux de gens aussi brillants. C'est impressionnant. J'espère que je serai à la hauteur, au moins le micro au minimum. Ouais, puis, tranquille. Ça va. Des esprits qui sont installés pour nous observer. Pas trop de stress pour l'instant ? Non, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben non, au plaisir, ça nous fait plaisir de vous écouter et de vous entendre. Alors Bastien, t'avais pas une petite question par hasard ? Ah bah si, on va lancer un petit peu le sujet. Dis-moi tout, balance. Une discussion un peu ouverte, donc on va commencer par la lancer, cette discussion. On le disait en intro, ce progrès, encore plus on le voit là dans les révolutions technologiques qui a eu lieu tout au long de l'histoire, mais encore plus dans notre métier, il y en a une là qui arrive vraiment beaucoup, et on se rend compte que systématiquement, on a quand même un peu l'impression que c'est subi, en tout cas c'est ce que sentent les gens, il y a un peu ce truc de toute façon, il faut que ça change. Je suis obligé de changer, je suis obligé de m'adapter. Donc déjà, vous deux, en tant que spécialistes du sujet, un qui en a vécu, voire qui en a initié, et l'autre qui l'étudie, est-ce que déjà ça vous paraît quelque chose de tangible ou pas ? En tout cas, c'est une réalité. Moi, je sais que je suis rentré dans ce métier pour essayer d'en créer des changements. C'était un peu la motivation première, je dirais même. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le changement qui arrive, il fait peur, il change, au-delà de faire les choses, il change la façon dont on va le consommer, la façon dont le rapport qu'on a aussi à le fabriquer. Il pose beaucoup de questions. Donc, je pense, on va explorer tout ça, voir par rapport aux méthodes classiques et ancestrales qui nous ont amenés jusqu'ici, voir comment on va utiliser tous ces outils-là. Mais c'est vrai que c'est un tournant un peu spécifique. Ouais. Un peu spécifique. Et toi, dans ta carrière, du coup, Franck, auparavant, tu as déjà vécu d'autres transitions ? Pas forcément numériques, mais technologiques, que sais-je ? Moi, pour refaire un peu le parcours, j'ai commencé dans la musique, au moment où les premiers séquenceurs sont arrivés. Donc, j'étais vraiment là-dedans. En plus, ça les développait aussi, avec des gens comme Steinberg et tout ça, qui ont fait Cubase et compagnie. Et ça a été le moment où les ingé-sons ont commencé à avoir les automations sur les consoles, alors qu'avant, quand on mixait un morceau, fallait tout faire à la main, il y avait 2-3 personnes, etc. Puis eux, ils ont vu arriver l'automation. Et puis, il y avait un truc sur Atari qui était incroyable, c'est le bouton undo, parce que jusqu'à là, il n'y avait pas de bouton undo. Donc, ce côté, on a le droit de faire une erreur, revient. Tellement de succès, tellement de tort à notre propos. C'était un gros changement. Après, j'étais proche de l'époque où la PAO, dans l'édition, a fait aussi des dégâts. Enfin, des dégâts. Qu'est-ce que la PAO, Franck ? Explique-nous ce que c'est que la PAO. La presse assistée par ordinateur, publication assistée par ordinateur, où les gens faisaient la mise en page, choisissaient leur typo automatiquement dans les ordinateurs, alors qu'avant, il y avait des gens, il fallait qu'ils les sculptent, les typos, pour que ça aille dans la presse. Donc, il y a eu des gros changements que j'ai pu un peu entrevoir, pressentir, en tout cas sentir dans mon quotidien. Mais la révolution de la 3D, quand je suis rentré dedans, c'était plus... Ça nous entraînait. Enfin, moi, à l'époque, je l'ai vécu comme quelque chose qui nous attirait. On avait envie de la découvrir. C'était très technique, très scientifique. En plus, je n'ai pas du tout eu un parcours scolaire correct.
Donc pour moi, c'était une autre façon d'approcher les mathématiques, de comprendre le monde, la science, etc. L'observation, c'était Le côté pratique. Ouais, c'est ça, c'était très intéressant. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je suis toujours aussi passionné, j'ai toujours mis les mains dans l'IA de la même manière, enfin, avec autant de curiosité, mais je sens le danger beaucoup plus aujourd'hui. Alors, peut-être parce que je suis plus vieux, je ne sais pas, peut-être que les jeunes ne le ressentent pas, mais on en discutera. Ça paraît Question moins ouverte aussi au naturel, public. je veux dire, peut-être. Ouais. Mais alors justement, toi Raph, est-ce que au cours de tes études là-dessus, tu vois, de tes recherches, par rapport aux transitions, du moins dans l'industrie de l'audiovisuel, tu as retrouvé des patterns peut-être ou une explication? Qu'est-ce que tu en as retiré de ces recherches sur la transition? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de transition numérique. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle transition, celle de l'IA. Mhm. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une nouvelle transition. C'est peut-être, en tout cas ça reste à déterminer, mais peut-être la suite de la transition numérique qui s'est amorcée en fait à la fin des années 80, début des années 90. D'abord dans les effets spéciaux. Mais je pense qu'il y a comme une continuité, un seul trait en fait, qu'on pourrait tirer entre ce qui se passe avec l'arrivée des ordinateurs, des logiciels d'effets visuels, et puis après progressivement la projection numérique, les caméras, etc. Et ce qui arrive aujourd'hui avec l'IA, on en reparlera peut-être un peu plus en détail. Mais allez-y, parlez-en. Ouais, parce qu'on n'a qu'une heure de toute façon, en fait, donc autant le dire. En fait, il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est ATI, qui est l'université de recherche d'image, une des premières en France sur ce domaine-là. Il y avait déjà des gens qui travaillaient à l'époque sur l'IA et sur des outils automatisés. Donc c'est pas récent. Et effectivement, c'est une projection. Même moi, je me projetais. Je me rappelle quand je racontais à des collègues, bientôt, ce sera super, on pourra avoir un port USB là où on se branche, on télécharge. Et dans ma tête, à cette époque-là, quand c'était pas encore une possible réalité, pour moi, c'était la suite logique. Comme tu dis, c'était ce vers quoi on rêvait que ça aille. Toujours. Et puis quand tu commences à faire tes trucs image-image, tu rêves que ça aille plus vite, que ça lise dans ton esprit et que ça se matérialise devant toi. C'est un peu ce que tu aimerais en fait. Mais ce que tu veux et pas toujours ce qu'il te faut, quoi. C'est un peu. Je me dis aussi que voilà. Après, j'ai appris des tas de choses au fur et à mesure de l'évolution de faire ce métier, que ça fait du bien de faire ses classes, que ça fait du bien de faire ses bases, de travailler son animation régulièrement, que ça dans chaque domaine, que ce soit les modeleurs, que ce soit les riggeurs, par exemple, que ce soit les animateurs. Quand tu es passionné par ce que tu fais en anime, aujourd'hui, tu ne demanderas pas à un animateur qui rêverait d'appuyer sur un bouton et que l'anime se fasse automatiquement. Ouais, bien sûr. Il a envie de travailler son animation jusqu'au bout, comme un sculpteur, comme un peintre. Je veux dire, c'est aussi cette passion-là qui continue à animer tout le monde, quoi. Mais du coup, tu disais là un truc intéressant. Tu disais, ce qui t'arrive comme changement, ce que tu veux, c'est pas forcément ce dont tu as besoin. Exactement. Et ça, je pense que c'est une vérité. Et au-delà de ça, il y a le fait aussi de se dire, mais ce qui t'arrive, il y a des fois, tu l'as même pas demandé. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu avais rêvé de quelque chose, puis on t'apporte une autre solution. Et puis en fait, il faut que tu t'adaptes avec cette solution, puis peut-être elle va t'apporter d'autres choses tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des outils. On en parlait avec un développeur là, où je crois que c'est sur une des conférences qui était là aujourd'hui, qui parlait de ça, qui disait il y a un vrai décalage. C'était sur une des conférences, un vrai décalage entre les papiers de recherche qui sont faits sur toi et un besoin, et du coup tout ça est tout le temps un petit peu décalé. Quand on parle à l'époque du SIGGRAPH, je parle ici en plus avec des yeux qui m'observent, il ne faut pas que je dise des bêtises, mais les papiers du SIGGRAPH sortaient, on allait au SIGGRAPH, on rencontrait des gens qui étaient plongés dans la théorie, dans la mathématique pure, dans des recherches fondamentales, enfin pour nous, peut-être. Et effectivement, ce qui était dans les papiers ne sortait pas tout de suite, ça sortait beaucoup plus tard, il fallait attendre 2, 3, 4, 5 ans d'implémentation, de développement, etc. Donc le progrès on prenait le temps de l'appréhender, on va dire. Aujourd'hui, il est subi dans le sens où ça va beaucoup plus vite que ce qu'on peut le réfléchir. Mais quelque part, on sait très bien que c'est le danger de l'IA. On a appuyé sur le bouton d'un truc où on savait que ça allait s'emballer. Raph, surtout, tu as dit quelque chose d'intéressant. Je voulais rebondir sur le fait que tu disais le progrès... je le reformule. C'est plutôt que le progrès à cette période-là dont tu parles répondait à un besoin. C'est-à-dire au niveau des effets visuels et au niveau même de la société en général. On avait besoin à un certain nombre d'endroits de pouvoir répondre par des outils techniques à des choses qui n'étaient pas faisables autrement. Ça, c'est ce qui se passe au début de la transition. Aujourd'hui, on en est à une autre étape. On répond
je ne sais pas vraiment si on répond à un besoin, en tout cas, ces outils nous permettent de faire des choses qu'on peut faire autrement. Ouais. Et je pense qu'il faut déjà arriver dans la discussion qu'on est en train d'avoir à dissocier de quels outils on parle et est-ce qu'ils répondent ou pas à un besoin. Si on prend les effets visuels, par exemple, et c'est d'ailleurs ce qui amorce la transition numérique du cinéma, oui, on pouvait pas, c'était compliqué, les trucages optiques, il y avait tout un tas d'effets qui étaient possibles, mais qui étaient très limitants par rapport à l'imaginaire. Voilà, c'est ça. Donc, se développe tout au long des années 90 jusqu'aux années 2000. C'est là qu'il y a les plus grands progrès, même s'il y en a encore aujourd'hui, mais en tout cas qu'on passe vraiment des étapes... Des gros gaps. Des gros gaps. Plein d'outils se mettent en place, des nouvelles manières de travailler, etc. C'est ce qu'on appelait il y a eu tout le truc du digital intermédiate. Oui, digital intermédiate. Voilà. Le début de l'étalonnage numérique qui a été aussi une grosse transition. Par exemple, ça, pour les étalonneurs, c'était une très grosse transition. Les gens avaient l'habitude de travailler sur des bains chimiques. Tout d'un coup, on leur dit tu as une machine, il n'y a plus besoin, le bain chimique, on s'en fout, tu fais un développement standard. Et limite presque le chef-op, on lui dit tu fais une image bien flat, et puis nous, on fera tout à l'étal. Il y avait presque cette mode-là. Mais ça répondait à un besoin, qui était de dire, par exemple, sur l'étalonnage, on était limité, un besoin. Ouais, là, c'est intéressant. En tout cas, ça permettait de faire des choses nouvelles qui n'étaient pas possibles auparavant. Absolument. Alors, en image, tu pouvais aller dans des registres, tu pouvais aller dans la maîtrise telle que tu ne pouvais pas vraiment le faire avant. Mais j'ai l'impression que ce progrès, souvent, il a plus répondu. En fait, finalement, il est en train de répondre de plus en plus qu'à un problème économique. Pour faire plus vite. Parce qu'en soi, ce que sort l'IA, on pourrait le faire sans l'IA. Mais ça prendrait du temps, donc ça coûterait cher. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, si on revient un peu sur les grandes dates de cette transition, pour répondre à ce que tu es en train de dire, on a une première étape d'expérimentation, la période que vous avez connue pour certains d'entre vous. Dans l'ancien temps. Qui s'arrête en gros jusqu'au début des années 2000. C'est la grande période d'expérimentation où on sent aussi qu'il y a une liberté... Très artisanale, ça. etc. Ouais. On rentre ensuite dans une seconde phase, début des années 2000, de normalisation. On normalise l'entrée du numérique, d'ailleurs pas que dans les contextes professionnels, mais aussi dans les foyers. C'est le début de l'arrivée de l'ordinateur à la maison. Le numérique vraiment se normalise. La fin de la photo argentique, en gros, c'est à peu près 2003. C'est le moment. 2003, c'est l'année où on vend plus d'appareils photo numériques que d'appareils photo argentiques. Ah oui, il y a cette transition-là, tu as raison. Tout ça conduit progressivement, évidemment, à la chute de l'industrie argentique. Donc 2012-2013, Kodak est en faillite. Bon, ils finissent par se redresser, mais c'est voilà. Et donc toute l'industrie progressivement se disparaît. Et là, on n'a plus trop le choix, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même si on voulait faire autrement, l'autrement n'existe plus. N'existe plus ou presque. Alors ça va mettre encore quelques années. Moi, je situe un peu la fin de la transition à l'année 2015 parce que c'est la date de fermeture des derniers grands laboratoires. Donc Éclair, Aran, LTC, c'est 2011. Voilà. Et donc du coup, cette question du faire autrement par rapport au numérique, elle est rendue... tout ça devient impossible ou très compliqué, ou en tout cas ou plus cher, ou en tout cas il y a tout un tas d'obstacles techniques qui se mettent en face du faire autrement quand il n'y a plus la possibilité de refaire tirer des copies, par exemple, de refaire de l'étalonnage photochimique. Tout ça est tellement rentré dans la norme. Et d'ailleurs, il y a une date qui est importante aussi, c'est 2002. C'est la création du DCI, donc c'est le Digital Cinéma Initiative. Donc c'est le consortium des studios, des gros studios. Donc dedans, il y a Disney, la Fox, la MGM, Paramount, Sony. Et eux, ils sentent évidemment, ils sentent le truc venir et ils se disent, bon, on va faire le cahier des charges qui répond à nos attentes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, encore une fois, pour revenir sur ce que tu étais en train de dire, c'est qu'ils ne vont pas faire un cahier des charges esthétique ou même technique. En fait, ce qui les intéresse, eux, c'est comment est-ce qu'ils ne perdent pas d'argent avec le numérique. Donc, pour ne pas perdre d'argent avec le numérique, il ne faut pas qu'ils puissent se faire pirater les copies. Donc, ils vont mettre en place, c'est ce qui va donner ensuite le DCP, le cryptage des DCP, les KDM. En fait, c'est surtout là-dessus que ça va se focaliser les débats, les discussions. Comment on va faire pour diffuser les films ? Parce que c'est ça qui va donner le dernier coup à l'argentique, c'est quand on va passer à la projection numérique. Et je pense qu'ils étaient aussi aidés par l'industrie de la consommation de ces médias-là via les écrans, l'écran numérique, l'internet, le streaming n'était pas encore présent, mais ils se destinaient. Oui, c'était global de toute façon. C'était normalisé parce qu'à partir du moment où on avait un ordinateur à la maison,
avoir un appareil photo numérique. Oui. Ça tombait. Parce que les appareils photo numériques, c'est les années 70, les premiers prototypes, etc. Mais il fallait les lire et les mettre sur des cassettes, sur des bandes, les lire sur une télévision. Enfin, c'était pas pratique. À partir du moment où tu as l'ordinateur chez toi, tu as l'écran vidéo, enfin, tu as tout le workflow en fait à la maison. Le workflow numérique est déjà chez toi. Donc ça a aidé évidemment à normaliser le fait que ça se passe sans en fait qu'il y ait trop de changements. Ouais. Et là où tu disais... c'est à l'économie, mais du coup, ça a aussi engendré de l'économie. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a en gros les économies vont se faire un peu à deux niveaux, et pour deux raisons différentes. D'abord, les industriels, évidemment. Donc j'ai préparé juste une petite citation, mais... Oh, dis-moi, je t'en prie. Il y avait des études qui avaient été faites justement en 2002 aussi, sur combien ça allait rapporter justement ce passage au numérique sur la projection. Donc là, c'est un extrait du discours de Viviane Reding, qui était une commissaire européenne qui travaillait justement à l'European Digital Cinema Forum, donc qui travaillait sur la question de comment on allait déployer le cinéma numérique en Europe. Et elle dit actuellement, le passage au numérique porte la promesse d'économies substantielles pour les distributeurs, donc pas pour le reste, voilà, qui pourrait s'élever à environ 1,65 milliard d'euros par an. Les économies du passage au numérique ne seront effectives que si les copies de films en 1935 cessent d'exister. Et quelques années plus tard, je suis tombé sur un autre passage assez intéressant, un rapport du CNC, commandé par le CNC, qui s'appelle Adieu à la pellicule et qui a été écrit par Daniel Goudineau. Et encore plus édifiant, dans ce rapport, il y a marqué, dès 2006, « En soi, le développement de la projection numérique ne résulte pas d'une nécessité, ni technique, ni politique. Il apparaît que dans l'immédiat, le développement de la projection numérique résulte en premier lieu d'un choix économique des opérateurs. Sur le plan du calcul, les économies attendues sur le tirage des copies sont de toute évidence la source de gain la plus apparente et la plus massive. » Ouais. Donc voilà, donc c'est écrit en fait. par les opérateurs qu'on a entamé toute cette transition potentiellement en soi. Bien sûr, oui. Bah, ça répond en tout cas à la question de par qui arrive la révolution, tu vois, et cette transition, elle arrive effectivement. Ouais. Il y a peut-être une envie au début, mais elle arrive in fine par l'économie. Voilà. C'est comme ça en tout cas qu'elle se fonde. Ouais. Il y a un point qu'il faut que tu regardes aussi, c'est le HDMI, le câble HDMI typiquement. L'industrie des gens qui fabriquent les prises, les ports, les brevets autour de tout ça, aussi ont beaucoup façonné l'évolution justement du streaming, de tout ce qu'on peut consommer. Mais justement, là, en ce moment, il n'y a pas un développement en Asie d'un nouveau câble. Un nouveau câble qui serait potentiellement Ethernet, qui ferait l'alimentation, qui ferait tout en même temps. Ouais. Tu mets le feu avec un seul câble. Mais sur ce côté-là de l'économie qui décide, au final, tu le vois aussi sur d'autres types de transitions. Quand on est passé sur la vidéo, etc., il y avait tout le truc entre le VHS, la bêta, etc. Ou même juste quand j'ai commencé, on était tous sur de la bêta parce que c'était le format le plus fidèle, en tout cas pour de la vidéo, tu vois. Et la VHS a gagné, tu vois, pour d'autres soucis économiques, etc. Donc, et ça s'est revu après. D'ailleurs, on parlait d'Atari tout à l'heure, mais le coup de génie de Sony sur la PlayStation, de dire moi je vais tout mettre sur des CD, et là eux ils font l'inverse de ce que tu expliquais sur les distributeurs, c'est qu'on leur dit mais du coup c'est piratable, et eux ils font ouais c'est piratable, t'inquiète pas, ils vont tous acheter la console, j'en ai rien à foutre moi du gars qui, tu vois. Et donc tu vois, et donc t'as cette espèce de... Ah oui, mais le piratage pareil, même dans notre domaine de la 3D et tout ça. Allez, je parle de 3D Studio Max, typiquement à l'époque, quand la 3D coûtait très cher sur des grosses machines que personne ne pouvait s'acheter, ce n'était pas du grand public. Du coup, on a démarré notre 3D bricolé de ce qui est en train de, ce qui aujourd'hui supporte sur le grand public consumer du PC classique. Le piratage a permis à des gens de pouvoir accéder à ces outils, à se former, à populariser un peu les choses et sortir des centres contrôlés. Et ça, pour le coup, ce qui est aussi intéressant dans ces transitions techniques, c'est qu'on passe d'un monde à un autre. Donc il y a aussi des industriels derrière qui ont intérêt à ce qu'on utilise leurs outils. Donc, tout à fait. La question du piratage, on peut se poser la question légitimement de qui mettait en ligne les versions piratées, parce qu'il y avait, moi aussi j'ai commencé l'audiovisuel avec une version piratée de Premiere Pro ou de je sais pas quel logiciel, et puis après j'y suis resté. C'est-à-dire que une fois que tu as mis ton... Voilà. Tout à fait. Et donc ils avaient aussi des intérêts, que ce soit au moment de la vidéo ou du numérique, à détrôner le marché d'avant. C'est-à-dire, quel était... Donc, il y avait des parts de marché à récupérer. Sur sur ce que Kodak et les autres avaient réussi à... Avid. Voilà, c'était Avid, voilà. qui coûtait cher, compliqué.
Puis les monteurs qui montaient sur Premiere, pour eux, c'était même pas des gens de l'industrie. Enfin, on les considérait même pas. C'est presque encore. Et aujourd'hui, on est sorti de ça parce qu'il Voilà. n'y a même plus besoin de pirater parce que DaVinci Resolve, c'est un logiciel qui est Voilà. quasiment gratuit. Donc la stratégie, c'est toujours la même, c'est attirer une nouvelle entre guillemets clientèle en rendant accessibles ces outils. Et d'ailleurs, là, on parle d'une autre transition de la même manière. Des outils comme DaVinci Resolve qui intègrent que des outils ultra professionnels. C'est-à-dire qu'on regarde à l'intérieur, que ça soit l'outil d'étalonnage, l'outil de compositing, même le son Fairlight, c'était une machine qui coûtait. Moi, dans la musique, il y a 3 studios à Paris qui devaient avoir un Fairlight. C'est quoi très, un Fairlight? très cher. Un Fairlight, c'était un ordinateur. Par exemple, les premiers musiques samplées, entre guillemets, c'était fait sur des Fairlight, typiquement. Donc, tout ça a intégré des outils, finalement, pour 200 €, tout le monde peut s'accaparer cette technique. Et on se dit, ça sert le milieu de l'audiovisuel, du cinéma, etc. Mais aujourd'hui, ils sont en train surtout de se préparer à servir tous les gens qui font du contenu Internet. Donc, téléphone, TikTok et compagnie. Oui. Que ce soit les caméras, les systèmes de captation, etc. Ce qui fait leur économie, ça n'est plus que nous, en fait. On a fait une conférence à Level Up l'an dernier sur l'écologie, tu vois, sur comment produire la production éco-responsable. Et dans les chiffres qui avaient été avancés, moi, ça m'avait fait halluciner qu'en fait, alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais genre 80-90% de la production audiovisuelle, et c'était YouTube, en fait, ou Instagram. C'était pas du tout, c'est pas du tout nos métiers. Et que finalement, nous, là, aujourd'hui, et c'est très bien, il faut le faire, mais on est en train de calculer des coûts carbone sur nos productions, etc., parce qu'on a l'impression que ça génère, et c'est le cas. On a eu la démonstration aussi aujourd'hui au PIS dans une autre conférence, l'équivalent de je ne sais plus combien de fois le tour du monde, tu vois, en CO2. Donc effectivement, ça a un impact, mais finalement, paradoxalement, il est minime par rapport à tout le reste. Et la question se pose de la même manière sur comment sont fabriqués, parce que tous ces outils numériques, là, on imagine très dématérialisés, etc., mais c'est du matériel, c'est du concret, c'est des capteurs, c'est des équipements. Et se pose la même question sur la fabrication des capteurs, par exemple. Sony, aujourd'hui, est un des plus grands fabricants de capteurs. Je crois que c'est à peu près 40% des capteurs numériques. Mais sur cette production-là, ce qui nous concerne, en gros, le cinéma numérique, c'est une partie infime. Parce que c'est les capteurs des téléphones, c'est les capteurs des caméras de vidéosurveillance, c'est les capteurs dans les satellites. Enfin, c'est la partie cinéma de cette usine. Ouais. Voilà, ça reste... tout petit. Mais d'ailleurs, en parlant et pas de le marché transition premier. Et de transformation, on n'est pas loin de se poser la question, est-ce qu'on continuera à faire des capteurs qui captent la réalité de l'image par le système simulé de la pellicule, ou est-ce qu'on va... Parce qu'il y a eu des expérimentations de ce type-là, où on met des capteurs qui captent en gros de la data qui est analysée par de l'IA, qui fait du prompt et qui te régénère l'image que tu es censé voir à la place du capteur. À partir aussi d'images satellites et de géolocalisation. Voilà. Mais voilà, on commence à se demander si on ne va pas aller vers ça, si on tire un trait. Tu nous avais raconté tout à l'heure, Raphaël, une anecdote que je trouvais assez intéressante sur la partie pellicule chez Kodak au passage du numérique. Je vais peut-être te laisser finir, mais où quand il y avait eu les premiers capteurs numériques, voilà, ces capteurs numériques, ils sont militaires, comme tu disais, ils sont froids, etc. Et Kodak se dit, quand ils passent au numérique, voilà, qu'est-ce qu'on préfère ? C'est vrai que c'est un point hyper intéressant parce qu'on pense souvent, vu qu'on parle de transition, est-ce que c'est une continuité ? Est-ce qu'il y a continuité entre le passage de l'argentique à la vidéo, de la vidéo au numérique ou pas ? Ce que j'ai essayé de démontrer dans mes recherches, c'est justement qu'il y a une discontinuité fondamentale et impensée. Je m'explique. On imagine qu'on est passé en gros de l'argentique au numérique et que le numérique s'est principalement inspiré de l'argentique. C'est en partie vrai sur un certain nombre de points, mais si on remonte à l'origine d'où vient le numérique et en fait d'où vient la vidéo, parce que même si les deux ne sont pas exactement la même chose, la vidéo analogique a donné ensuite la vidéo numérique. On n'était pas du tout sur la même manière de fabriquer ces outils et surtout sur la même philosophie. On a d'un côté la vidéo qui donnera ensuite le numérique qui vient de l'imagerie satellite, de la diffusion hertzienne de l'information pour la télévision, de la vidéosurveillance, de ce type d'usage-là. On a de l'autre côté la pellicule qui est pensée pour le cinéma, la photo amateur, en tout cas vraiment pour la prise d'image et un rendu esthétique. Du jour au lendemain, on passe de l'un à l'autre, alors qu'on a deux outils qui à la base n'ont pas été pensés pour la même chose. Je m'explique juste un peu plus dans le concret. On a d'un côté en fait la pellicule
dont les chercheurs de Kodak, notamment au moment du passage à la couleur. Une fois qu'ils maîtrisent la couleur, ils se disent, bon, mais du coup, quelle couleur on veut faire sur nos images ? Et ils se sont rendus compte, de manière empirique, qu'ils n'avaient pas besoin de faire une image objective, c'est-à-dire que la chimie de la pellicule retransmette exactement le réel. Okay. Au contraire, quand ils mettaient des gens dans une salle et qu'ils leur montraient les différents prototypes de pellicules, ils se sont rendus compte que les spectateurs tirés au sort là, disaient moi je préfère l'image celle-ci. Et les images qu'ils préféraient, c'est celles qui subjectivaient la réalité, c'est-à-dire où les contrastes n'étaient pas les mêmes, où les saturations des couleurs n'étaient pas les mêmes. Et à l'inverse, le numérique, donc, qui vient de la vidéo, l'imagerie satellite, la diffusion hertzienne, etc., fait l'inverse de ça, c'est-à-dire une objectivisation du réel. C'est-à-dire un point de blanc, un point de luminance dans la réalité doit essayer en tout cas la réalité. C'est ça. Parce que c'est le côté news reporting de surtout une image réelle. Quand on fabrique des outils qui après vont dans un satellite pour faire de l'imagerie, on n'a pas envie d'avoir une déformation ou une stylisation des images. Et nous, on se retrouve, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est parce que ça a animé des débats là, ces 2 dernières décennies sur comment retrouver l'image argentique avec le numérique. Et en fait, ça vient de là. Ça vient du fait qu'on a pensé continuité entre les deux outils, alors qu'ils n'ont pas du tout été pensés pour produire le même type d'image. Et la question se pourrait poser de la même manière sur le son et sur tous les équipements numériques qui n'ont pas la même ontologie, j'ai envie de dire. Mais parce qu'au-delà que ce soit technologique, c'est aussi narratif. C'est-à-dire que pendant des années, tu as posé un langage et les gens sont habitués à ça et à ce langage, ils ont besoin de continuer ça. Tu vois. Et donc, tu te retrouves à devoir le continuer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir effectivement des recherches qui sont faites pour retrouver cette qualité-là, ce grain-là, même nous, juste d'un point de vue techniquement, en VFX, le grain, il aide vachement, tu vois. Mais tu as effectivement cette pattern. Et quand on en reparlait tout à l'heure, quand tu regardes Instagram, au début, avant d'être un réseau social, se lance comme un réseau de photographes et ils font du filtre pour retomber sur un look des années 50, années 60, tu vois. Donc, ils sont eux-mêmes déjà dans cette recherche-là. Et donc, c'est marrant de se dire qu'une fois que c'est acté, qu'on va passer d'une technologie à une autre, mais qu'on a un gap, tu vois, il faut qu'on arrive à retrouver ce langage et il faut que les gens, surtout qui ont été formés et qui ont le savoir-faire qui date de Mathusalem, tu vois, ils puissent intégrer ça. Et moi, ce que je trouve toujours passionnant, c'est que du coup, quand ces révolutions technologiques, elles arrivent sur le marché, on essaie de les contrôler avec des choses qui te rappellent, tu vois, où les gens retrouvent leurs automatismes parce que y a une continuité de travail et qu'il faut être efficace, tu vois. Et c'est vrai que les caméras numériques ont des focales, ont des expositions, éventuellement on peut même avoir une déformation focale, alors que pragmatiquement ça n'a absolument aucun sens. Mais l'exemple des caméras, il est hyper intéressant parce qu'il y a eu un rejet pendant pas mal d'années, c'est-à-dire que les premières caméras numériques, elles arrivent assez vite, mais le moment où ça devient un standard dans la production cinématographique, c'est 2010 en gros, avec l'arrivée de l'Alexa de chez Arri, et justement parce qu'il y avait d'autres caméras numériques jusque-là, mais qui étaient plutôt inspirées des modèles de la télévision, et ça ne plaisait pas en fait justement au chef opérateur. Voilà. Le coup de force d'Arri, c'est d'avoir réussi à dire ok, il y a une expérience empirique du tournage, du cinéma. Qui est là depuis des décennies, qui s'est construite décennie par décennie. Essayons de fabriquer une caméra qui reprend ces principes-là, c'est-à-dire en fait pas des milliards de boutons, 3 réglages, parce que en fait une caméra c'est 3 réglages, c'est l'obturation, c'est la fréquence d'image, voilà. Et ça a marché. Et en gros, c'est vraiment la caméra d'Arri qui fait que les tournages en France et dans le monde passent, pas progressivement, quasiment d'une année sur l'autre. Entre 2011 et 2012, on passe, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on passe de quelque chose de 30 à 60% de tournage en une année. Sony a aussi pas mal œuvré avec les premières Sony. Enfin, elle travaillait pour aller se rapprocher des. Ça a dû sûrement participer. Mais je me demande s'il n'y avait pas aussi quelque chose sur ces compagnies-là qui étaient aussi plus sur le semi-pro. Moi, je me souviens la Canon XL1, on commence à rentrer dans du précis, tu vois, mais qui était en DV, etc. Ce qui était rigolo, c'est que c'était, tu vois, Canon faisait des appareils photo et tout, ils sortent des caméras, mais ils sortent cette caméra, tu vois, et elle est, tous les réglages dessus, c'est un réglage d'appareil photo numérique, mais qui imite un réglage d'appareil photo traditionnel, pellicule, tu vois. Je me retrouve avec des ISO, alors qu'il n'y a clairement pas d'ISO. Enfin, tu vois, c'est juste un gain ou quelque chose comme ça, tu vois. On essaye de préserver, quoi. Il y a une sorte de... On essaye de maintenir une continuité dans l'évolution. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans l'IA, où on te dit, maintenant, tu as une caméra, tu vas pouvoir parler dans l'exposition, ce qui n'y a pas de C'était aussi là, dans la conférence IA, c'est que
en tout cas pour des artistes, pour nous, tu vois, qui avons l'habitude de travailler sur quelque chose, sur une image, d'intervenir, le prompt est quelque chose d'éminemment contre-intuitif. Alors que paradoxalement, sans doute que ça va très bien à nos décisionnaires, tu vois. Mais nous, par contre, c'est très compliqué de décrire. Déjà, je vais faire une généralité si je dis que la plupart des graphistes ont du mal à s'exprimer oralement. Mais c'est même pas tant ça, en parce tout qu'au cas, final, c'est même pour leur l'industrie en médium elle-même. préféré est plutôt... C'est par rapport à apparemment, l'industrie, en tout cas notre industrie en soi, et surtout de nos jours, de par le numérique justement et l'itération, du coup qui est assez simple et assez facile, l'arrivée du prompting peut être compliquée aussi pour notre clientèle, parce que de base, de nos jours, elle a du mal à définir clairement ce qu'elle souhaite. Alors, demander ça déjà à des humains, c'est pas simple en ce moment, mais alors à des robots, enfin, il y a une IA ensuite, c'est encore plus galère. Donc, c'est pas sûr que ça s'implémente forcément. Et en même temps, à ce niveau-là, en tout cas. Comme on a parlé tout à l'heure du fait que tout ça répondait quand même à des objectifs économiques, l'IA répond à tout ça. Et je pense que même s'il va y avoir en effet des difficultés sur le fait qu'il faut passer par l'écrit, des choses contre-intuitives, les économies, je ne sais pas s'il y a encore des études qui sont sorties, mais je crois que ça commence à sortir, des études qui quantifient la quantité d'économies que ça va produire. Voilà. Là, on est quand même dans l'ordre de la bulle numérique, l'équivalent de ce qui s'est passé sur Internet. En plus, là, franchement, sur l'IA, moi, perso, là, j'ai un avis très, très tranché sur le sujet. À l'époque de l'Atari, on était avec des codeurs qui avaient comme, on va dire, motivation première l'optimisation de ce qu'ils étaient en train de faire. Notre but, c'était d'arriver à créer le maximum de contenu sur un minimum de pistes secteurs d'une disquette. Le code Donc, parfait. c'était même pas d'utiliser une disquette, c'était d'utiliser un secteur de disquette. Et ça, c'était pour moi, c'était ce qui me motivait le plus à rentrer dans ce domaine. Et quand je voyais ce qui se développait, comme passer d'une théorie mathématique et ensuite de l'implémentation par le code et d'implémenter ça d'une manière élégante et la plus optimisée qui soit, cette démarche-là... C'est déjà de l'art. C'est de l'art, pour moi. Et c'est ça qui m'a poussé à rentrer dans ce domaine. Aujourd'hui, en tout cas artisanal, en tout cas. Alors, c'était artisanal, mais c'était scientifique. Disons, les mecs qui embergeaient l'optimisation des algos, ils étaient en assembleur, enfin, ils parlaient vraiment avec les puces, etc. Et du savoir-faire aussi, parce que tu devais posséder un savoir-faire précis, particulier, ce qui n'est plus le cas avec l'IA. Tu t'éduquais là-dessus pour après... Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, qui me pose vraiment problème, c'est que ce qui est fait actuellement, c'est pas élégant, ça consomme, c'est pas du tout optimisé, et on compense ça par le fait d'en mettre beaucoup. Et en plus, on a un type qui va à Davos qui dit qu'il faut en rajouter des milliards pour qu'on aille plus vite. Qu'on aille plus vite sur une base fondamentale qui est mauvaise. Et ça, pour moi, c'est une aberration. C'est pas normal. C'est une aberration, mais ça répond à un principe très simple. Alors pardon, je vais refaire un tout petit peu de théorie, mais très simple, qui a été démontré par Marx quand il s'intéresse au fonctionnement du capitalisme, qui décrit quelque chose qu'il appelle les cycles de rotation du capital. Et il décrit d'ailleurs qu'il va y avoir une accélération, dans le cadre du capitalisme, une accélération perpétuelle de ces cycles. Ces cycles, c'est quoi ? C'est le temps dans une industrie entre l'investissement et le retour sur investissement. Et si on prend le cas du cinéma, l'investissement, c'est quoi ? C'est je produis ton film. Le retour sur investissement, c'est la sortie en salle et après la sortie en DVD, les plateformes, etc. Ce temps-là, aujourd'hui, et on l'imagine très simplement, quand on était dans les années 60-70, on fait un film en argentique, entre le temps de l'écriture, le temps de préparation, parce qu'il y a une rigueur, etc., le tournage, le développement, la fabrication des copies, l'exportation des copies, parce qu'il fallait les déplacer, les copies, il y avait des camions qui les transportaient, etc., le retour des copies, parce qu'il fallait les récupérer. Enfin, donc tout ce cycle-là prenait du temps. Mais ça, ça concernait les studios. La chaîne, La chaîne, c'était les studios. C'était quand même la distribution cinématographique, c'était par les studios. Donc les financeurs. Les financeurs, voilà. Mais là, on parle d'un truc où il y a c'est comme s'il y avait un parasite dans le système. Parce qu'en fait, on fait du cinéma, on raconte des histoires, c'est toujours les studios qui potentiellement sont là. Sauf qu'il y a un type, là, Nvidia, qui lui, c'est ni un studio, ni rien du tout. Il a développé de la technologie, certes, mais qui, à l'heure qu'il est, n'est pas très élégante. Et il demande à tout le monde entier de continuer à financer ce truc-là pour le mettre au service des studios qui, eux, ne comprennent rien à ce qu'il y a à l'intérieur. Et qui ne s'intéressent qu'à l'accélération des cycles. C'est-à-dire Exactement. En combien de temps ils vont pouvoir... S'ils s'y intéressaient vraiment, il faudrait qu'ils comprennent qu'en mettant beaucoup moins d'argent, on pourrait avoir le même résultat et donc ils rentabiliseraient beaucoup mieux. Je suis entièrement d'accord, mais si on se met 30 secondes à leur place, parce que cette question des cycles, elle est intéressante parce que si tu termines ton cycle plus tôt, qu'est-ce qui se passe ?
c'est que dans la même année, tu peux réinvestir une deuxième fois. Donc si disons, le cycle pour ton film, ce n'est plus plusieurs années, mais 6 mois, ben, dans une année, tu peux faire 2 cycles. Et ça, d'un point de vue, c'est-à-dire que tu récupères ton investissement qui te le permet de le réinvestir. Parce que quand tu investis sur un film, tant que le film n'est pas sorti, tu es en position d'attente. Et pour les studios, j'ai envie de dire, la qualité esthétique des œuvres, et c'est malheureux, et c'est triste, et je suis d'accord qu'il faut le combattre, évidemment, mais je pense qu'ils s'en foutent. Ce qu'ils voient, eux, c'est que... C'est sortir des films plus vite. Sortir des films plus vite, et récupérer l'investissement, donc le réinvestir à nouveau, etc. Ça, je suis Quitte à réduire les marges, parce que le calcul peut être aussi fait dans ce sens-là, c'est que peut-être que de plus petites marges, mais plus rapidement. Donc, tu refais plus rapidement ton cycle plusieurs fois dans une année ou plusieurs fois dans une décennie. Donc, du coup, peut-être que le calcul est rentable à la fin. Mais après, je te rejoins sur ce que tu étais en train de dire et qui, pour moi, est fondamental. C'est il n'est pas démontré, en tout cas, la démonstration n'a pas encore été faite, que c'est plus rentable. Et d'ailleurs, dans l'histoire du cinéma, il y a eu des contre-exemples de ça. Ouais, L'âge d'or d'Hollywood, par exemple, c'est le moment où on fait confiance aux artistes, on fait confiance aux réalisateurs, réalisatrices, les studios leur donnent un peu les clés de la maison, parce que, notamment faire les films de série B, etc. Et puis, ils les font pas trop chier, ils leur mettent pas trop de contraintes, et ça donne des chefs-d'œuvre. Et ça rapporte de l'argent. Ouais. Et je pense que la discussion qu'il faudrait arriver à avoir maintenant avec les studios, c'est leur dire est-ce que c'est finalement tant rentable que ça de toujours aller plus vite, de mettre tout le temps des outils qui en effet nivellent par le bas la qualité esthétique, parce que c'est de ça dont on est en train de parler, ou est-ce qu'il ne faudrait pas donner un peu plus de liberté, faire un peu plus confiance aux artistes, leur laisser le temps de faire les choses, et au lieu d'accélérer les cadences en permanence. Donc concrètement, c'est plus de temps pour les tournages, parce que c'est ça qui se réduit aussi avec l'IA, c'est le bout de tout ça. Mais avec le numérique, qu'est-ce qui se passe ? C'est des journées plus longues. Il y a pas en argentique, quand tu n'avais plus de pellicule à la fin de ta journée, on avait mesuré la quantité pour la journée, on plie un peu bagage, quoi. Avec le numérique, tu peux tourner autant que tu veux. Donc mais c'est aussi des notions de choix, du coup, tu vois. Parce que justement, comme on disait, est-ce que c'est possible de faire autrement ? Je pense qu'à un moment donné, il y a une notion de choix. Et ce que tu dis là, c'est ça me fait penser aux plateformes actuellement. T'en as qui vont se positionner sur le fait de générer du contenu pour réduire les cycles. Il y en a qui vont se positionner sur de la qualité. Il y en a qui te disent comme Disney, non, en fait, maintenant, c'est bon, on va faire de la qualité. Et puis, on attend, tu vois. Mais il y a... Parce que tout à l'heure, on parlait du piratage, si je reprends Netflix, et Netflix a répondu à un besoin économique. Tu vois. C'est-à-dire que le piratage était là, sauf que tout le monde perdait de l'argent. Eux, ils disent, moi, j'arrive avec un modèle économique qui fait qu'on va gagner. Du coup, tout le monde... Ils n'en gagnent toujours pas. Oui, voilà, ça reste une bulle. Mais genre, tout le monde reste là à se dire, voilà, on va créer des plateformes. Et par contre, maintenant, je suis plus juste en train d'acheter des contenus comme moi, j'étais loueur de vidéos, en fait. Il faut que j'en fasse. Donc, j'en produis, et j'essaie de réduire ces cycles. Et à l'inverse, tu as d'autres choix, genre Apple TV, tu vois, qui dit, moi, je vais faire l'inverse, je vais produire 10 contenus par an, mais ultra qualitatifs. Sauf que eux, tu peux te dire aussi que leur fonds de commerce, c'est vendre des téléphones, tu vois. C'est pas faire du cinéma. Donc, pour eux, ils sont de la représentation. Mais donc, en fait, c'est des choix cinémas, différents, le fonds de commerce, c'est les Malabar, les pop-corn et les chocolats. Ouais. Pour les distributeurs, c'est triste, c'est-à-dire. Mais... Je reprends sur les années 30, mais la question de l'image de marque dont tu parlais avec Apple, en fait, c'est ça qui s'est passé dans les années 30. C'est que la génération des forains qui avaient utilisé le cinéma, mais dans les foires, etc., ont fait fortune. Et puis, à la fin de leur carrière, se disent, est-ce que je pourrais pas tirer aussi un bénéfice du succès artistique d'un film. Et c'est ça le moment qu'il faudrait qu'on arrive aussi à recréer, qui a été possible à un moment donné dans cette histoire du cinéma, un moment où on fait confiance aux artistes et au succès des films, et où tout le monde est gagnant, à la fois sur les maisons de production, les studios, sur l'image de marque, les spectateurs aussi, parce que on parle des plateformes et du fait que des audiences en salle, là, il y a eu le rapport du CNC qui dit que voilà, il y a une baisse de la fréquentation. C'est peut-être aussi parce qu'à force de niveler vers le bas selon des critères économiques, de rentabilité, etc., le public se dit pourquoi est-ce que je payerais entre guillemets ma place de cinéma aussi chère, entre guillemets, même si c'est bien plus compliqué que ça et que je pense qu'elle est pas si chère que ça, et pourquoi j'irais pas plutôt sur une plateforme vu que c'est la même qualité de contenu, si je puis dire. Donc en tout cas, je pense qu'il y a un débat, il y a une bataille idéologique à mener sur toutes ces espèces d'idées un peu toutes faites à la fois sur le prix du billet de la salle, à la fois sur le fait que quand on va plus vite, aller plus vite avec l'IA, les nouveaux outils du numérique, ce sera forcément mieux. Ce n'est pas dit. Et que si on gagne cette bataille-là, sur le fait et même sur la question du prix,
est-ce que c'est vraiment plus cher de faire un film, donc moi c'est ce que je défends par exemple, en argentique? Est-ce que c'est vraiment plus cher? Moi je pense qu'il y a une bataille à mener là-dessus, et il y a des démonstrations à faire qui en tout cas ne l'ont pas été faites aujourd'hui, parce que tourner en argentique à l'heure actuelle, aujourd'hui en 2025, ça veut aussi dire faire moins de plans, donc ça veut aussi dire choisir, plus de répétitions, de rigueur, etc. Ça veut dire aussi moins de temps de montage, voilà, il y a tout un tas de... Mais dans les esprits comme ça, on se dit oui, l'argentique c'est très cher, c'est hors de prix, etc. En tout cas, je pense que évidemment pour peut-être des énormes productions c'est peut-être un peu plus cher, mais je suis pas sûr que pour l'ensemble des productions ce soit un fait établi et démontré. Aujourd'hui, en tout cas tout ce qui concerne l'IA, il y a des festivals de films IA qui commencent à voir le jour. Il y a des plateformes de production de contenu IA qui sont faites pour qu'une personne derrière une machine puisse potentiellement écrire son scénario, générer ses plans, faire son montage, faire son réalisateur à titre individuel. Ça ressemble un peu à ce qui est devenu YouTube quand c'est sorti. YouTube, on vous disait, voilà, vous avez votre chaîne de télé, vous faites avec votre téléphone votre petite vidéo et vous êtes votre propre... qui était déjà un cycle de quand les premières caméras sont arrivées chez les premiers bourgeois. Donc on aurait pu se dire, OK, avec YouTube, potentiellement, je peux faire mon long métrage et puis le distribuer, j'ai plus besoin des distributeurs. C'est un peu, quand même, il y a un peu de ça qui existe aujourd'hui. Quand on voit que Netflix va racheter des contenus à des créateurs sur YouTube pour après les remettre sur Netflix, etc. Après, la question qu'on peut se poser les uns les autres, c'est est-ce que c'est dans cette industrie... Enfin, pour moi, c'est presque une nouvelle industrie qui est en train d'exister. C'est pas le cinéma, en tout cas. C'est pas cette partie-là qui, personnellement, m'intéresse. Il y a certainement des tas de gens qui font des tas de choses super bien. Et je pense qu'on peut se poser la question, en effet, est-ce que le cinéma va mourir? En fait, c'est parce que là, on en est à l'année zéro, si je puis dire, mais dans 50 ans, 100 ans, est-ce qu'il existera encore un cinéma tel qu'on l'a connu? Parce que même si le cinéma a évolué, entre les films des Frères Lumière et aujourd'hui, il n'y a pas tant de différence que ça. Dans la nature de raconter l'histoire, le film, etc. Et même dans la manière de faire les films, même s'il y a eu des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire et tout, ça reste une caméra, des acteurs, des comédiens, ça reste un ensemble de choses communes. De faire le film. Pour moi, ça reste cette expérience-là de faire le film. Travailler ensemble, de confronter nos idées, de construire le film ensemble, cette expérience-là. Oui, d'avoir cette notion d'artisanat, tout simplement. Et ça disparaît, entre guillemets, c'est en train de disparaître clairement avec l'IA. Là, pour et si on supprime la caméra, si on supprime les comédiens, si on supprime l'auteur, on n'est plus dans le cadre du cinéma. Enfin, en tout cas, la question se pose légitimement, je pense. Mais dans ces cas-là, du coup, en tout cas, du point de vue que là vous êtes en train d'émettre, la transition, en tout cas cette transition-là, parce qu'il y a 1 milliard de transitions qui s'opèrent en ce moment, mais en tout cas cette transition avec l'IA, elle s'opère par pur souci économique, et donc en soi ceux qui initieraient cette transition ne sont que ceux au final à qui ça profiterait économiquement. Le crime. Mais bien sûr. Tout simplement. Au final. D'ailleurs, il s'est produit la même chose sur la transition numérique du cinéma, parce qu'on parle de la transition, mais il y a plusieurs transitions. Il y a la transition des effets visuels, il y a la transition de la production, c'est-à-dire des caméras, la transition de la projection. Sur les effets visuels, il n'y avait pas trop de débat sur le fait que c'était évidemment génial de pouvoir faire en 3D des choses qu'on... Voilà, ça, il n'y avait pas de débat. Sur la caméra et sur la projection, il y avait débat. Et le débat a été gagné par ceux qui avaient des arguments économiques, et d'ailleurs il a été imposé par ces gens-là contre la volonté. Enfin, si vous parlez aujourd'hui avec des projectionnistes qui ont connu cette période-là, déjà ils vont vous expliquer en quoi la projection numérique de cette époque-là n'était pas du tout équivalente avec la projection argentique. Les noirs n'étaient pas les mêmes, les contrastes, l'image était beaucoup plus fade, etc. On a fait des progrès. Et pareil avec les opérateurs, il y a par exemple Bruno Nuiten qui a arrêté au moment où il sent venir le numérique arriver. Il dit, moi je ne veux... il y a un super film, un super documentaire, c'est réalisé par Caroline Champetier, ça s'appelle, moi j'ai oublié le nom, mais elle a fait un documentaire sur où elle va revoir aujourd'hui là en 2020 je crois Bruno Nuiten, où il explique en même temps qu'il rénove sa maison, c'est assez marrant, pourquoi est-ce qu'il a arrêté en voyant venir le numérique, en disant ce ne sera plus le même métier et je ne veux pas faire ça. Il y a le monteur Walter Mutch qui dans son livre en parle de ça, parce que lui c'est le premier du coup à avoir fait vraiment un des pionniers du montage numérique, c'est le premier à avoir eu un Oscar sur le patient anglais pour ça, et il dit que quand il est arrivé sur le banc Avid pour la première fois, tu vois, il commence à faire ce qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire il prépare ses chutiers et puis il commence à faire défiler les rushs, tu vois, pour trouver des moments, et en fait il se rend compte qu'il n'arrive pas à avoir la même intuition, et il se demande pourquoi, tu vois, comment ça se fait que j'arrive pas à couper
D'habitude, je fais défiler, j'arrête Je sais où. le truc et je sais où. Ouais. Et là, je regarde le truc et j'ai pas la même pourquoi? Et comme c'est pas un crétin, tu vois, il s'est mis à réfléchir sur la conception même de l'outil. Et en fait, il se trouve que quand tu es sur un banc traditionnel argentique, tu fais défiler des images. Et donc, elles défilent pour de vrai. Et c'est ton cerveau fait le tri, mais ton cerveau voit vraiment 24 images, non pas par seconde, mais par, je sais pas, dixième de seconde, tu vois. Mais il les a vues. Alors que quand tu es dans un banc numérique, en fait, il supprime des images. Ouais, quand Tu vois des lignes, en plus, c'est un affichage ligne par ligne. C'est ça. Et donc, en fait, grosso modo, il voyait beaucoup plus d'infos en faisant défiler l'argentique. Et lui, après, son cerveau retenait ce qu'il voulait, mais il analysait beaucoup plus de data intérieure, tu vois. Alors que d'un autre côté, dans le numérique, en fait, on lui enlevait de l'information. Bien sûr. Et donc, il a dû réapprendre, tu vois. Quand tu analyses ce que tu viens de décrire là, si on parle avec des prompteurs spécialistes depuis 3 ans qui font que du prompt IA, pour eux, ça, c'est l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'ils vont dire, moi, je fais mon prompt, mon plan, il sort. Bon, après, je veux juste savoir si je prends la version B, W, Z, X, Y, Z. Je vais pouvoir faire mes modifications, mais j'ai pas envie de me prendre... Enfin, dans sa tête, lui, c'est un autre monde. Il ne sait pas du tout comment faire pour choisir le bon moment. Ça me fait un peu penser à, tu sais, là, sur The Creator, qui est sorti l'an dernier, un peu plus. Oui, il y a 2 ans. Ouais. un peu plus. Même. ILM racontait que sur ce film, en fait, Gareth Edwards vient les voir, et en fait, clairement, le film est, en termes de budget, clairement en dessous de ses ambitions. C'est pas possible de le faire. Par contre, tout le monde veut le faire, tu vois. Et donc, en fait, ils sont dans un truc où, d'un seul coup, ils se posent la question, justement, sur la transition. Ils se disent, mais en fait, est-ce qu'on est encore ILM, tu vois? Parce que ILM, c'était des mecs qui étaient dans une cave, tu vois, et qui étaient 10 et qui ont fait des trucs. Phil Tippett, j'en parlerai Faire après. ce qui est pas possible. Faire ce qui n'est pas possible. C'est le but. Et en fait, petit à petit, quand c'est devenu une industrie, tu vois, il y a ce... L'économie qui est arrivée. Ouais, et en fait, surtout, ils ont commencé à dire, la question, c'est plus de savoir est-ce que je peux le faire, c'est comment je le fais correctement. Ouais. Tu vois. Et aussi pour pouvoir répondre aux clients qui changent d'avis, qui tout ça. Donc, je vais tout faire de façon maximaliste, parfaite, et comme ça, je suis sûr que c'est tout le temps bien. Sauf que ça, forcément, ça répond à une problématique d'industrie qui est que mon client peut changer d'avis, mais ça ne répond pas à une problématique paradoxalement économique, tu vois, ou écologique, ou etc. Et donc, ils ont refait pour ce projet-là une unité, tu vois, je crois qu'ils l'ont appelé Uni, d'ailleurs, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, mais ils ont créé une unité où ils se sont dit, bah, on va arrêter de faire comme il faut faire, mais on va juste se dire comment on le fait, tu vois. Ouais. Et donc, ils ont été vraiment dans une économie totale avec... alors, ils ont plutôt, de toute façon, tendance à engager des généralistes, mais là, c'est devenu encore plus le cas, tu vois, et avec vraiment des équipes réduites. Et je trouve ça intéressant de se dire... ce que tu disais, Reda, c'est un peu le bateau de Thésée, quoi. C'est genre, si toutes les planches ont changé, est-ce que c'est encore mon bateau? C'est comme mon bateau, c'est un autre bateau. Tout à fait. C'est un autre métier, et je pense que c'est ce qui va se passer dans cette transition, c'est que le métier va changer, la nature de ce qu'on va raconter va changer, et la nature des gens qui voient les films aussi change. On ne parle plus au même public non plus. On parle à des gens qui sont capables de voir 2-3 films en simultané, avec des coups de fil qui passent en même temps, etc. C'est aussi un autre public. Il n'est pas aussi exigeant, ou disons, il est exigeant différemment. Et ça, je l'ai vécu dans la musique. Pardon, excuse-moi. Ouais, je disais, des transitions qu'on vit dans le cinéma, dans le son et dans la musique, on l'a beaucoup vécu. Nous, on enregistrait des musiciens qui venaient, ils faisaient leurs sessions avec leurs instruments et tout. Quand le digital est arrivé, les musiciens ont disparu des studios. On arrivait à tout faire avec les synthés, on a fait ça. L'oreille des gens s'est habituée à ce type de musique, à ce type de son qui est complètement faux. Mais aujourd'hui, ça pose de questions à personne et personne ne demande qu'ils sont devenus des musiciens. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, on va quand même continuer à voir des créations qui se font, grand orchestre, etc. C'est pas aussi large qu'avant. Il y a des tas de gens qui gagnent plus leur vie de ça, malheureusement. Et tu crées des sous-branches. Tu crées des sous-branches, les choses existent, elles ne disparaissent pas, elles se font autrement, comme la photo. Tout à l'heure, tu parlais de la photo numérique. C'est vrai que c'est une transition qu'on a vécue aussi. Moi, je me rappelle, comme on était spécialisé dans le numérique, on nous demandait de venir témoigner que même dans le cinéma, le numérique était venu pour la transition de la photo. Et les gens qui avaient leur magasin de photos, qui faisaient du développement et tout ça, eux, ils se sont dit, demain, je suis mort. Ouais, bah c'est ce qui s'est passé. Ils ont juste un peu retardé le truc. Ouais, mais finalement, moi, j'ai commencé comme ça. J'étais tout le temps chez la photographe de mon quartier, puis un jour, elle est finie là. Mais c'est marrant parce que là-dessus, je pense qu'il y a aussi des retours, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tu crées des branches différentes. Il y a des historiens de l'histoire de l'art qui commencent à dire, peut-être qu'en fait, on est en train de créer du prompt art. Et ça n'empêchera pas des gens de peindre des tableaux ou de prendre des photos. Et en fait, il y a peut-être qu'on fera pareil en cinéma. Et ça me fait penser au fait que tu peux aussi te réapproprier. Peut-être que le changement, il est jamais complètement enfoui, tu vois. Finalement, Kodak fait encore, c'est les seuls, mais font encore des pellicules. Mais tu vois, je pense à
je parlais une fois avec Julien Bagnol, le patron de Supermonks, et il me disait que lui, en fait, il a commencé la photo par la photo numérique. Et il a découvert la photo comme ça, tu vois. Ouais. Et après, en aimant la photo, il est venu à l'argentique, du coup. Exactement. Il s'est dit, j'aime bien le fait que quand je clique, tu vois, j'ai que 24 choix possibles dans ma journée. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Peut-être ce qui va se passer, c'est que les prompteurs qui font leur film IA vont apprendre à faire des films, s'ils ne savent pas forcément encore le faire, et qu'un jour, ces mêmes gens généreront des rushs en IA qui finiront par regarder dans un banc de montage comme le monteur d'origine et se dire, bah tiens, c'est là où je vais faire mon plan de coupe, et qui vont prendre plaisir à le faire. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une possibilité. Encore faut-il, tu vois, ce que tu parlais, ton anecdote sur celui qui faisait de la photo numérique, qui s'est remis à la photo argentique, à apprécier la photo, etc. Encore faut-il que les outils existent encore. Aujourd'hui, par exemple, la question se pose pour l'argentique. Si je veux faire un film en argentique, il faut que je retrouve une caméra qui fonctionne, un labo qui s'est développé, que je trouve un producteur de pellicule. Aujourd'hui, oui, il y en a plus qu'un seul, il y en a un deuxième, mais qui, on va dire, est plus artisanal, qui s'appelle Orvo, qui a récupéré les chaînes de fabrication. Il sera Agfa. quand même numérisé à la fin pour être projeté. Alors, oui, dans très peu de cas, évidemment, mais ça existe encore. Il y a des tirages de rush, il y a une chaîne entièrement photochimique. Il y a des gens qui s'amusent, en tout cas, qui s'intéressent à la fois perpétuer les savoir-faire, mais aussi à reconstituer l'entièreté de la chaîne. On peut citer l'Abominable, c'est une association à Épinay-sur-Seine qui sont assez connus là-dessus. Ils ont monté un laboratoire d'artistes avec l'entièreté de la chaîne, du tournage à la copie positive, avec le son optique, etc. Il faut le diffuser. Et après, eux, ils le diffusent en argentique, ils ont le projecteur, ils ont la salle, etc. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que sur ce que tu disais sur l'IA, si, imaginons un jour, on veut revenir, voilà, se pose la question de comment on perpétue les savoir-faire, comment ils continuent à se transmettre, parce qu'on parle de savoir-faire qui sont liés à une industrie. Aujourd'hui, refabriquer une chaîne de fabrication de pellicules, c'est impossible. Alors, on n'a plus les savoir-faire pour le faire. Donc si ça disparaît... Peut-être que l'IA saura le refaire. Peut-être que tu demandes peut-être pas ChatGPT, mais un autre, il saura te dire, on pourrait faire ça. De la manière que tu imprimes en 3D, tu pourras peut-être créer demain... j'extrapole, mais ce sera peut-être possible. Mais cela dit, regardez, le vinyle est en train de revenir. Oui, les films en stop motion. Mais je ne pense pas, parce que justement, on ne peut pas mettre le vinyle et la pellicule sur le même terrain technique. Ouais. Parce que le vinyle, je ne veux pas simplifier, mais c'est plus facile. C'est un morceau de plastique imprimé. Enfin voilà. La pellicule, en gros, il reste une grande usine qui en fabrique, l'usine Kodak. C'est un bâtiment de 200 mètres de long et de plusieurs, je crois qu'il fait plus de 10 mètres de haut. C'est une machine d'une seule pièce qui n'est pas brevetée, avec un niveau de technicité dans les rouages. Et puis d'ailleurs, c'est de la sidérurgie. Est-ce que quelqu'un peut scanner cette machine? Ouais, mais même les techniques, l'industrie de la sidérurgie pour usiner les pièces avec une précision, etc., c'est un truc qui s'est perdu aujourd'hui. Donc si on perd tout ça, ça me paraît très très peu probable, et tous les experts sont à peu près d'accord pour dire qu'on pourrait refabriquer une chaîne de fabrication argentique, parce que la pellicule, c'est quoi? C'est un morceau de plastique avec des couches, un multicouche, coulé très très finement sur du plastique. Aujourd'hui, c'est une technologie qu'on ne saurait pas reproduire, sauf évidemment si on y mettait des milliards. Des milliards qui ne seraient pas rentables. Voilà, mais faire des choses pas rentables, c'est plus ça le problème en fait. Oui, mais même pour le coup, utopique. Mais à petite échelle, tu vois. Est-ce que, alors bon, pas forcément de la péloche, tu vois, mais là on parle d'IA numérique, etc. Si on revient sur un truc plus concret, en restant dans le numérique, donc quelque chose qu'on maîtrise là actuellement à cet instant T, face à l'IA, du coup, se breveter, non pas forcément où il y a absolument pas d'IA, etc. Parce que pour le codage, etc. Ça peut quand même franchement beaucoup aider, mais plus se breveter sur la création reste humaine, et on apporte un savoir-faire parce que en contact avec le client, on saura vous comprendre en tant qu'humain tout simplement, et on apporte ce côté artisanal et se faire valoir. Est-ce qu'on pourra se pérenniser là-dedans? Est-ce que tu penses, tu vois, Franck, par exemple, toi, où justement tu as quand même une appréhension assez certaine concernant la création avec l'IA, à juste titre en soi, mais est-ce que tu penses que tu pourras continuer dans le temps à affirmer cette position à titre professionnel, personnel, ça c'est encore autre chose. Je pense que ça se fera avec des gens qui ont envie de le faire. C'est comme on a envie d'aller faire une... Parce que je reviens encore à la musique, mais t'as pas envie d'aller à une fête où tu es tout seul sur le dance floor et qu'on te dit, là, c'est des personnages virtuels. Bien sûr. Tu as envie de vivre une expérience avec des gens. Je pense qu'il y aura des producteurs qui auront envie de continuer à produire ça, et il y aura un public qui aura encore envie de vivre cette expérience commune. Mais par exemple, en publicité, typiquement, aujourd'hui, les agences, elles viennent nous voir, elles ont des boards, ils sont faits en IA, les prompts sont faits en IA, enfin, tout le script et le scénario du projet est fait en IA. Là où il y a de la rentabilité à maximiser, il y aura de l'IA. Là où peut-être qu'on reviendra à faire du cinéma de l'art.
et non pas un truc rentable. C'est peut-être aussi ça le côté positif des choses. Mais en finalement. effet, encore faut-il, parce que tu le pointais tout à l'heure sur le public, sur l'évolution Du public en face. Voilà. Ouais. Bah, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est quand même important, c'est la cinéphilie. C'est que pour pouvoir continuer de travailler comme ça, pour pouvoir continuer de s'intéresser à la narration et pas avoir du standardisé écrit par IA, etc. Encore faut-il qu'il y ait un public, donc cinéphile entre guillemets, mais qui s'intéresse. Il peut le devenir. Il peut le devenir parce que moi, je suis le pur produit de ça. J'ai grandi dans les centres Leclerc à regarder ce qui était consommation de masse, en fait. Mais grâce au fait de faire ce travail, de rencontrer des gens brillants qui m'ont donné le goût à continuer à creuser les choses. Donc moi, je me dis, c'est juste à apprendre du temps. Donc on va avoir peut-être un public qui ne sera pas exigeant au départ, qui finira par se lasser de ce qu'il va avoir facilement et rapidement, et qui deviendra progressivement cinéphile. Tu penses Il redeviendra cinéphile. Je rajoute un point. Encore faut-il que... Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on lui montrera ? On lui montrera les films faits en IA ou on lui montrera le patrimoine cinématographique. Et donc, je rajoute un point là-dessus, c'est encore faut-il que ce patrimoine continue d'exister. Ouais. Et aujourd'hui, ce n'est pas garanti avec le numérique, qu'on imagine très long terme, etc. C'est-à-dire qu'il suffit que je mette sur un serveur, je ne sais où, et puis quand je me reconnecterai sur le serveur, je récupérerai mes films, quoi. Là, je pense qu'il y a vraiment une question fondamentale aussi sur ce qu'on fait de nos données, et là, en l'occurrence, des films, et comment est-ce qu'on espère un jour pouvoir les retrouver. Je prends un exemple, mais en ce moment, il y a une guerre en Ukraine. Ouais. La première chose qui se passe quand il y a une guerre, c'est qu'on coupe les data centers, évidemment parce que c'est une dépense, entre guillemets, non utile. Mais derrière ce dématérialisé du data center sur lequel on stocke des données et par exemple des films, se trouve en fait du matériel. Si vous mettez plus la climatisation ou le water cooling sur ces éléments qui sont physiques, c'est de l'aluminium, enfin c'est des matériaux, gonflage, rétractation, etc., vous perdez les données, vous perdez à tout jamais. Donc encore faut-il, pour cet avenir futur où l'IA se sera installée et où peut-être on reviendra à une forme d'exigence, etc., pouvoir garder ces films-là, ce qui n'est pas garanti à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a cette... Et puis on le fait tous sur nos téléphones, on prend des photos, puis on se dit, elles sont là et je les aurai toujours là. Ce n'est pas garanti. Le téléphone explose. Il y a un documentaire sur Netflix sur Szukalski, qui est un sculpteur polonais, qui travaillait dans des ateliers et qui faisait des sculptures extraordinaires, mais vraiment hallucinantes. Et pendant la guerre, tout a été détruit. Il est parti vivre aux États-Unis. Aujourd'hui, on n'a plus que des idées de ce que pouvait être son travail. Oui, là, mais en France, je trouve que malgré tout, grâce et au CNC, à tout la Cinémathèque, etc., il y a quand même une notion du patrimoine. Enfin, on est dans un pays où qui arrivait tôt. Cette notion-là est quand même très forte. Et où d'ailleurs les films sont conservés sur support film, sur pellicule 35 mm, parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est le support qu'on connaît le mieux. On sait empiriquement que c'est au moins 100 ans de conservation dans un état. Alors évidemment, ça se dégrade, mais on déplie la bande et il y a des images. Si vous changez de plusieurs octets sur un fichier numérique, c'est corrompu et on ne peut plus retrouver les images. Ouais. Et entre guillemets, la pellicule, il suffit d'une bougie, de se mettre dans le noir et d'un morceau de film pour retrouver... Pour avoir une trace de... Voilà. Et on sait d'ailleurs que pendant la Seconde Guerre mondiale, les films ont été déplacés, etc., conservés dans des conditions abominables, et on les a encore aujourd'hui. Et donc j'alerte entre guillemets sur cette question-là, c'est-à-dire ne penser que la survie de ces films, penser que ces films vont pouvoir survivre s'ils n'ont une existence que numérique. Je pense que c'est un danger. Il y a une transition qui s'y opère aussi, parce que même pour la conservation de ces films-là, la restauration des films se fait par le digital, avec de l'IA. Oui, tout à Donc fait. finalement, ce qui restera dans X années sera déjà une version altérée de ce qu'était la réalité. Alors, donc, justement, la CST travaille sur un projet, je trouve, vachement intéressant pour la conservation des films, des restaurations. C'est un format de fichier numérique, mais qui conserve le plus possible de métadonnées, justement, sur les transformations et les opérations mathématiques qui ont été effectuées sur les fichiers, pour pouvoir, entre guillemets, revenir en arrière. C'est-à-dire, tu as d'un côté le scan brut de l'élément, la version restaurée, et toutes les métadonnées qui te permettent... de potentiel. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée, par exemple. Pour pas... Surtout avec l'évolution des techniques, peut-être avoir quelque chose qui est encore plus fidèle à la réalité de ce qu'était... Et d'ailleurs, sur la question de qu'est-ce qui va nous rester,
Aujourd'hui, les majors, les grands studios conservent sur pellicule parce que eux, ils savent qu'un film Disney, un film Marvel, il va ressortir dans 50 ans, dans 100 ans et qu'ils vont en garder une trace. Donc eux, ils font la version maximaliste de ça, c'est ce qu'ils appellent la séparation trichrome. Ils prennent le film qui soit tourné en numérique ou en n'importe quel format, ils le divisent sur 3 pellicules rouge, vert, bleu, noir et blanc, mais qui chacune représente le canal de couleur, parce qu'ils savent que c'est à peu près 500 ans de longévité, ce qui est énorme, 500 ans à l'échelle de l'humanité. Ça leur a coûté surtout. Oui, alors, C'est pour ça mais déjà ça, mais surtout ils savent ce qu'ils vont gagner derrière à ce que ça existe. Absolument. Et je pense que là où il y a un problème, c'est qu'évidemment les films d'auteur, les films fauchés, et même les films entre guillemets standards, eux ils n'ont pas forcément les moyens de se payer ce type de mode de conservation. Donc qu'est-ce qui nous restera de l'histoire du cinéma et même de l'histoire de l'humanité aussi en général. L'IA, elle aura peut-être vu ce truc-là une fois sur YouTube, elle pourra te restituer une pauvre photocopie Du coup, ouais. dans un prompt. Dire, c'est qu'il Tu peux lui demander. Si on ne fait rien, il ne nous restera Il ne restera que ça. que Marvel. Et du coup, en fait, si on vous écoute, finalement, refuser une technologie ou une transition, c'est presque... C'est être réac ou c'est être moderne, tu vois. Est-ce que finalement on n'est pas dans un truc où on se dit si on refuse, la transition, est-ce que à partir du moment c'est pas où on comme ça qu'on fait refuse, autrement où on refuse, ou du moins on essaye de pas s'adapter forcément dans ce sens-là, est-ce qu'on n'est pas a fortiori obligé de proposer du coup une nouvelle forme, autre chose, plutôt que ce qu'on a là, déjà juste pour revenir, à défaut de reparler des grands studios, etc., Oui. mais pour revenir juste à notre échelle, qu'on connaît plus nous, de nos studios dans lesquels on bosse ou qu'on gère, etc., quand on voit arriver ce genre de nouvelles transitions, comment on peut, à défaut de se dire, ok, ce que je propose là, c'est plus suffisant pour l'ère de maintenant, j'ai pas envie forcément de tendre à cette nouvelle transition, à cette nouvelle évolution. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête ? Est-ce que je continue ce que je fais quand même ? Mais je me doute bien qu'à un moment donné, la longévité de ce truc, ça va pas le faire. Est-ce que je propose autre chose ? Comment on arrive à cette réflexion-là ? Qu'est-ce qu'on se dit là, à ce moment-là ? En tout cas, aujourd'hui, la réflexion, elle est de faire une transition vers autre chose de complémentaire. Ouais. Clairement, jusqu'ici, je m'étais focalisé sur comment on va faire certaines images, comment on va faire certains plans. Maintenant, c'est comment on va faire ce film, comment on va faire que ce film puisse se faire. Toujours pour des problématiques rentables. Et après, comment on va faire que des films doivent être faits ? Parce qu'il y a des films qui doivent exister. Parce qu'on se dit l'histoire, ce qu'elle représente, c'est le marqueur d'une époque, il doit pouvoir se faire. Il y a aussi le fait de s'impliquer plus. Nous, après avoir fait les images et les plans, etc., on a envie de s'impliquer plus sur le film dans sa globalité. Donc on va rentrer plus vers de la production. Et de la même manière, ce que je disais depuis longtemps, c'est que les sociétés d'effets spéciaux auraient dû ou devraient déjà faire partie prenante des producteurs, ou des coproducteurs des films. Oui. Et être intéressés aux résultats, être intéressés. C'est le cas dans l'animation. Alors, aux résultats, quand il y a des résultats. Parce que de la même manière, c'est un prochain autre épisode, ça. épisode, mais il faudra en parler, c'est important. Mais je crois que cette transition, elle va se faire comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à faire 400 plans, 200 plans, on va peut-être être impliqué maintenant à faire... C'est ce qu'a fait Weta. Weta, ils produisent des films. Mais à la base, ils faisaient des effets spéciaux. Mais ils ont fait ça pour pouvoir faire leurs propres films. C'est la continuité logique, je pense, de notre métier. De se lancer à faire des films. Et alors, de les faire, ça veut dire les faire, pas les prompter, quoi. Faire l'expérience de partager. Ouais, donc de se réapproprier au final la chaîne de production dans son ensemble, mais du coup en revenant sur quelque chose de beaucoup plus petit. Parce que économiquement parlant, on ne pourra pas absorber... Mais quitte à utiliser l'IA, pas pour tout faire, mais pour permettre de faire ensemble à une échelle plus réduite, à une économie plus réduite, à une économie rentable, j'ai envie de dire même. Oui, c'est là où c'est plus compliqué du coup. Est-ce que, tiens Raphaël, historiquement, potentiellement, je ne sais pas si tu es tombé là-dessus, mais justement dans l'histoire en tout cas de l'audiovisuel, est-ce qu'on a réussi sur certains types de production ou quoi à revenir à plus petit, parce que tu vois Nouvelle Hollywood et tout, au final c'était des mecs à qui on donnait pas forcément beaucoup de sous au début et qui pourtant faisaient des choses grandioses. Est-ce que il y a un cycle comme ça qui revient un peu potentiellement, on commence à voir, parce que c'est assez jeune quand même comme art, est-ce qu'on commence à voir ce genre de boucle où à partir du moment où il y a des gros trucs qui se font mais ça se casse la gueule quand même, et au final c'est des mecs qui se réapproprient le cinéma en faisant de briquet de broc les choses, bon là en ayant une connaissance et un savoir de nos jours, mais en ayant peu de moyens au final, est-ce qu'on repartirait pas là-dedans potentiellement face
à côté des trucs qui sont toujours plus gros. À l'époque, il y avait les Cléopâtres, il y avait les machins et tout. Et à côté, bon, pas du tout en même temps pendant le Nouvel Hollywood, mais bon, il y avait quand même des super productions, John Wayne, machin. Et à côté, Nouvel Hollywood qui poupait. Et je pense ils que avaient tout pas ça de thunes, quoi. est quand même très lié à des choses que entre guillemets, l'industrie du cinéma ne maîtrise pas, qui est le contexte politique global. Oui, comme toute industrie au final. Ouais. Quand on parle de ces grands moments d'effervescence artistique, cinématographique, que ce soit l'expressionnisme allemand, le néoréalisme italien, la nouvelle vague, ils sont toujours intrinsèquement liés à des moments particuliers de l'histoire, à des moments politiques particuliers. Et alors, je ne veux pas faire le pessimiste, ni le décliniste, mais vis-à-vis du moment politique qu'on est en train de vivre en ce moment, de déstabilisation de tous les repères, et qui en fait a commencé avec la chute de l'Union soviétique à la fin des années 90, ce monde en basculement total qu'on imaginait en fait en paix, en fait ne l'est pas. J'ai du mal à voir quelle forme de résistance du coup, s'il n'y a pas de résistance politique à ce qui est en train de nous arriver, quelle forme de résistance il pourrait y avoir à une échelle plus petite sur une transformation majeure qui est l'arrivée de l'IA dans le cinéma. Après, je pense qu'il faut différencier sur la question de l'IA deux choses. L'IA générative, et après, il y a l'IA générative d'un côté et l'IA, on va dire, algorithmique de l'autre. Il y a le programme informatique qui s'auto-nourrit d'un côté, et il y a l'IA qui va générer des choses à partir de rien ou d'un prompt. Je ne les mettrai pas du même côté. Je pense qu'en effet, si le programme informatique peut soulager la tâche de certaines opérations compliquées, pourquoi pas ? Si elle en vient à faire les choses à la place, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Alors, en tout cas, ce qu'elle va permettre de faire, et je le vis aujourd'hui parce que je suis beaucoup en train de discuter avec des gens qui se mettent à produire des contenus, et ça ouvre aussi la porte à des gens qui n'avaient pas l'accès. Alors, on parle d'Alice Guy Blaché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui aussi vont faire des contenus et qui vont pouvoir les faire, alors qu'avant, pour pouvoir les faire, il fallait qu'elles fassent leurs preuves. Et là, aujourd'hui, elles vont pouvoir se lancer. Elles nous demandent, je suis en train de faire ce film, et l'IA leur libère la capacité de... Moi, mine de rien... Je suis pour le coup pas d'accord avec ça, parce que c'est la même chose qu'on nous avait dit au moment du numérique. C'est que ça allait permettre de démocratiser l'accès au cinéma. Mais c'est une réponse à un problème, c'est pas un faux problème, mais c'est la mauvaise réponse au problème. S'il y avait un problème, par exemple, à la fin des années 90, sur l'accès au cinéma, c'est-à-dire par une partie de la population qui n'y avait pas accès, elle n'avait pas accès aux écoles parisiennes. Je prends le cas de la pellicule, en gros. C'est si tu n'avais pas fait Vaugirard, Louis Lumière, c'était compliqué d'avoir le savoir qui te permettait d'exposer correctement ta pellicule. L'outil. La réponse à ça, c'était d'ouvrir des écoles et des formations en région, en province, comme disent les Parisiens, pour donner accès au savoir. Et mais le numérique a été utilisé pour dire on va simplifier la technique et vous voyez comme ça, tout le monde pourra. Et la question sur l'IA, tu pointes un vrai problème. En effet, le fait qu'il y a pas assez de femmes dans ce métier, etc., que c'est compliqué, etc. Mais les récits vont changer, les récits seront plus les mêmes. Oui, mais je pense que c'est pas la meilleure manière de répondre au problème que de dire ce sera par l'IA. Non. En tout cas, je vois très bien comment ça pourrait être instrumentalisé justement par ceux qui ont un intérêt économique à ce que la transition s'opère avec l'IA, de dire regardez, c'est super de la même manière que le numérique, regardez, ça va démocratiser. Changement de programme, en fait on est woke les gars. On revient. Mais sur la question de l'IA et des techniques en général, tu parlais de modernité. Moi, je ne pense pas que la modernité, ce soit accepter toutes les techniques. Au contraire, je pense que la société moderne, c'est la société qui invente une technique et fait le choix de ne pas l'utiliser. Je veux faire une analogie qui va vous paraître un peu bizarre, mais l'arme nucléaire, par exemple. On a fait le choix de ne pas l'utiliser, de ne plus l'utiliser. Et je pense que c'est ça la vraie modernité. Et il y a plein de moments dans l'histoire où on a inventé des techniques et on s'est dit oulala, c'est trop dangereux, oulala, c'est trop ceci, c'est trop cela, on ne l'utilise pas. Et je pense que la question qu'on doit se poser aujourd'hui sur l'IA, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et ça, en tout cas, cette IA telle qu'elle existe aujourd'hui, s'il vous plaît, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter comme ça. Elle ne mène à rien de positif. Et on parlait tout à l'heure du public. Ça commence, je pense, très jeune. Le fait que des enfants, déjà dès le plus jeune âge, dès qu'ils ont accès à Internet et à un support, que ce soit une téléphone, une tablette, etc., soient confrontés à ces images, je pense que ça va être un problème dans les années à venir et que la première des choses qu'on pourrait faire sur la question de l'IA en élargissant, en ne restant pas focalisé sur la question du cinéma, mais en élargissant sur l'IA en général, ce serait déjà de mettre des limitations sur qui peut utiliser et y avoir accès et par pitié protéger la nouvelle génération qui arrive pour qu'avant qu'ils puissent y mettre les mains, c'est ça. Des bases. Ouais. Et la question qui se pose aussi sur comment on peut faire autrement, c'est aussi en prenant, je pense, à la racine, donc dans les écoles, en enseignant peut-être différemment, en perpétuant des savoir-faire
avant qu'ils disparaissent, parce que c'est aussi dans les écoles qu'on peut décider de transmettre des savoir-faire qui n'ont peut-être plus d'intérêt économique, mais qui ont au moins un intérêt intellectuel. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'en ai fait l'expérience à titre personnel, je suis un enfant du numérique, je suis né en l'an 2000, je n'ai connu que ça, je n'ai pas connu la pellicule, et j'ai eu la chance de faire l'école Louis Lumière, où j'ai eu la chance de faire des tournages en pellicule. Et cette expérience de ces outils, de ces manières de faire que je n'avais pas connues, ont forgé ma manière de faire des images aujourd'hui et de travailler. Et je pense qu'il y a un enjeu donc, dans les écoles à perpétuer, en tout cas de ne pas mettre... Oui. J'entends beaucoup dans les formations... L'un ou l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est ça. Et bien le faire ensemble. Moi, quand je vois des formations Tout à fait. complètement IA dans l'audiovisuel, ou en tout cas le fait que l'IA arrive très tôt, dès la première année, etc., je pense que déjà, on peut se battre contre ça. On peut résister contre le fait que en première année, on va mettre une IA dans la main de jeunes qui veulent faire du cinéma et de l'audiovisuel avant de leur mettre un crayon ou un stylo ou un clavier, peu importe, pour écrire une histoire, de leur mettre une caméra dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire ? Moins il y a de savoir-faire initial, plus tu vas donner un outil complexe ou compliqué qui génère des choses, et en fait, moins le résultat sera bon, paradoxalement. Peu importe l'outil, tu vois. C'est-à-dire que l'outil que tu vas donner, même s'il est ultra puissant, etc., l'image qui va sortir, ce qui va sortir au final sera toujours meilleur quand c'est quelqu'un qui est formé, etc., dessus. Du coup, tu peux tout à fait te dire, et c'est un choix que font plusieurs écoles aujourd'hui, que donner ces outils-là trop tôt dans une formation, c'est quelque chose qui va être complètement contre-productif. Tu vois. Pareil, il y avait handicapant. Il y avait une conférence aussi ce matin, je crois que c'est Quentin Augy qui rapportait ça, que les médecins qui aujourd'hui utilisent l'IA dans le diagnostic, en fait, on se rend compte qu'au bout de 2-3 ans, ils ont perdu eux-mêmes des capacités de diagnostic. Tu vois. Donc c'est important, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut généraliser, pas seulement à l'IA, pas seulement, on peut le généraliser à toutes les transitions qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité et aussi dans le cinéma, c'est que l'art est évolutif, tu vois. C'est quelque chose qui est constant, c'est un sport collectif, c'est tout ça. Donc tu ne peux de toute façon arriver à autre chose qu'en te basant sur ce qui a été fait précédemment. Oui. Et te dire simplement que le changement, c'est on arrête tout et on recommence, finalement, c'est pas viable. Il y a un héritage empirique de l'histoire du cinéma qui a plus de 100 ans et on peut pas le balayer en effet du jour au lendemain. On peut pas dire, le fait d'enlever la caméra, enlever les comédiens, ça revient à la question qu'on se posait tout à l'heure de est-ce que le cinéma est en train de disparaître ? Oui, en fait, c'est ça. Je pose la question, je pense dans l'animation. Si tu n'apprends pas, peur, mais je pense pas qu'il va disparaître. non. En tout cas, pas avec l'IA, mais je pose la question, par exemple, dans l'animation, ne pas savoir dessiner, modeler, etc. Viendrait à faire disparaître les savoir-faire qui sont nécessaires à la constitution de ce savoir-là. Comme ça existe dans la devoir programmation, arrêter. le code, etc., où les gens ne savent plus de coder en assembleur, on décide même que c'est pas nécessaire. Or, c'est les bases. Merci, Eh ben, merci beaucoup. messieurs, Merci à vous. merci beaucoup. Et dis donc, on a quand même bien causé une bonne heure 15, là, c'est pas mal, on est bien dans les clous. Bon alors, on a parlé de tout et de tout, franchement, on a quand même circulé sur pas mal de trucs. Comment faire autrement ? C'est une vraie bonne question. De toute façon, on n'avait pas pour but d'y répondre. ouverte, On- hein. Ah bah ça, un peu qu'elle est ouverte, mais c'est le principe de générique. Voilà, c'est carrément le Comment principe. faire la révolution, on fera ça la prochaine fois. Merci au PID Merci à vous. de nous avoir accueillis. Merci à vous, messieurs. C'était très agréable, c'était très cool. On a parlé de plein de choses et franchement, on a bien kiffé avec Bastien. Absolument. Voilà, on espère vous retrouver le mois prochain, chers auditeurs. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, Liker, évidemment. commenter. Voilà, bien sûr. En tout cas, nous, on était ravis. Et puis, on vous dit à la prochaine. À plus tard. Allez, bye.